Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle mise au point et bonne année 2021. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la dernière vidéo aviatique que j'ai lancée. Voilà, on entame cette nouvelle année et j'ai prévenu des changements qui se passeraient à ce niveau-là. Je tiens à le repréciser une nouvelle fois de façon à ce que ce soit bien clair. Il va y avoir un changement assez drastique de rythme de sortie parce que je ne gagne pas suffisamment ma vie avec ça. Voilà. Hein. Je me suis déjà étendu des plombes là-dessus, donc je fais le tout topo super vite, quoi. Et je touche de l'argent de ce que je fais, mais pas assez pour en vivre. Malheureusement. Et voilà, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible avec les économies que j'avais. Je peux encore tenir un petit peu comme ça, mais ça serait pas mal quand même d'essayer de trouver un petit job à mi-temps pour avoir des revenus plus confortables à côté, en essayant de maintenir des sorties un peu régulières mais moins fréquentes, tout simplement. De temps en temps, durant le mois, je ne me priverai pas de sauter la vidéo top 15 perso ou tier list si je sens que j'ai pas trop le temps de m'y pencher. Les vidéos de réac vont se poursuivre sur un rythme normal jusqu'à ce que j'ai fini de traiter Steven Universe Future. En gros, là, je vais finir de traiter la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Après, le film, puis Steven Universe Future. Et après coup, il y aura toujours des sondages pour décider des futurs réacs, mais elles seront moins fréquentes. Parce que je trouverais ça abusé de continuer à faire ça aussi fréquemment, alors que je ferai des vidéos moins fréquentes, plus importantes. Dans les vidéos plus importantes que je ferai moins fréquemment, il y aura également les vidéos Disneyfield, hein, ça c'est le plus gros hein, qui vous concerne, puisque j'en ferai seulement qu'un par mois, en plus du Disneyfield HS. Donc techniquement ça fait 2 Disneyfield par mois, et je pense que j'arrêterai les demandes de Disneyfield HS fin 2021. Je pense que j'accéderai à quelques demandes populaires non payées après 2021 pendant quelques mois pour les HS, et après j'arrêterai. Hein, parce que s'il y a un moment donné, ça va quoi. Si je dois ralentir à fond mon rythme de parution, c'est pas pour passer autant de temps à faire du HS que du Disneyfield normal. Bon, hein, sachant que durant cette année qui va venir, je vais faire de mon mieux pour faire la V2 des critiques de Pocahontas et Pocahontas 2 quand même, c'est assez important. Voilà en gros ce qui va être raccourci sur cette chaîne. Les top retours vont se poursuivre normalement pendant un petit moment encore parce que j'aime faire ça et bon c'est en lien direct avec Disney donc je pense que pour 2021 ça maintiendra le même rythme. Les Total Splash, ça c'est quelque chose que je me tiens à faire régulièrement, donc à quelques exceptions près, ça devrait sortir tous les mercredis à partir de mercredi de la semaine prochaine. Pas le mercredi là, mais le mercredi de la semaine d'après. Là, je devrais continuer à en faire régulièrement toutes les semaines parce que je veux aller jusqu'au bout. C'est un objectif que je me suis fixé. Et voilà, le topo. Donc, il va y en avoir un petit peu moins, ça me laissera un petit peu plus de temps libre pour moi. Et j'espérais que vous serez quand même toujours là pour suivre, parce que bon, ça restera un peu constant, mais juste moins fréquent. Bon, le retour sur les films critiqués de ces 2 derniers mois va être assez rapide pour la plupart d'entre eux, puisque j'ai pas eu beaucoup de remarques particulières. On sent que c'est pas les sujets qui parlent le plus, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand monde qui a suivi ces vidéos-là. Donc parlons déjà de tout ce qui était retour de courts-métrages dérivés de films Disney et DreamWorks. Ça n'a pas connu un succès monstre, et je le craignais un petit peu malheureusement. Et bon voilà, hein, c'est un truc qui me semblait important quand même de tacler au bout d'un moment, quoi. Il y a eu beaucoup de choses dérivées sur les films Disney, Pixar surtout, et c'était pas mal quand même de revenir un petit peu sur l'à côté qui a été fait, les petits ajouts qui ont été faits en plus, et je trouvais ça intéressant d'en parler quand même rapidement en tant que Disneyfield par rapport à ça. Mais bon, hein, étant donné qu'on a vu ça avec le top 10 des meilleurs courts-métrages Disney, c'est pas trop votre truc les courts-métrages Disney, hein, ouais, vous préférez qu'on parle de long métrage, ça n'a pas eu un succès énormissime. Hein. Et oui, certaines personnes m'ont fait la remarque que j'ai oublié 2-3 de ces courts-métrages dérivés en question. Déjà, il y a eu un petit court-métrage gag sketch sur Volt, enfin sur le hamster de Volt,
Je l'ai entreaperçu rapidement, ça a l'air d'être une espèce de gag qui va pas super loin. Si j'en avais parlé, ça aurait duré quoi, à peine 30 secondes. Et je pense que ça aurait été pareil pour le court-métrage sur Vaiana que j'ai vu. Et c'est juste Maui qu'on tourne au ridicule et Vaiana qui lui fait voir tout ça. C'est un petit moment entre eux deux qui aurait pu figurer dans le film dans l'absolu. C'est un peu ça que ça donne, cette impression-là. J'ai l'impression que ça a été prévu pour être une scène du film, mais étant donné que le film était un petit peu trop loin avec ça, ils l'ont viré du projet final, mais ils l'ont rajouté après coup. Et voilà, c'est une espèce de moment plutôt gag entre eux, censé être léger, ça fait vraiment sourire sans plus. Donc j'ai pas énormément de choses à en dire, hein. Si je m'étais penché sur ces courts-métrages, je pense que j'aurais très vite sauté ça. Mais c'est vrai que bon, j'avoue que pour avoir dit que c'est dingue qu'ils aient fait quasiment que des courts-métrages sur la Reine des Neiges, que j'ai sauté 2 courts-métrages Disney Animation Studios sur d'autres films, c'était détrimental. J'aurais pu faire un peu gaffe. C'est vrai. Donc mes excuses pour ça. Et sinon, ouais, je n'avais pas fait gaffe qu'il existait un autre court-métrage sur Toy Story 4, sur la vie de la bergère. Donc en gros, on passe un petit peu de temps sur la conversation entre Woody et Bo. Et elle finit par raconter un petit peu la vie qu'elle a vécue pour en arriver là où elle était, hein, lorsqu'on l'a découverte. Et c'était mignonnet, ça expliquait bien certains trucs. C'était bien sans plus, mais ça se regardait, hein, c'était acceptable. C'est clair et net que n'avait pas sa place dans le film parce qu'il y avait beaucoup trop de... ça représenterait trop un temps mort, mais voilà, c'était sympathique pour appuyer le parcours du personnage, avec beaucoup de plans fixes sur elle qui subit un peu tout ce qu'elle a avec ses propriétaires qui sont passés au fil des ans. C'est totalement acceptable pour justifier le parcours. Je trouve que la fin était un petit peu rapide, mais en dehors de ça, bien, bien. J'aurais pu avoir un petit mot dessus, c'est vrai. Mes excuses, hein, mais bon, ça vaut pas la peine de refaire des vidéos pour ça, hein, faut pas exagérer. Voilà, ça c'est dit, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas eu de commentaires particuliers en dehors de ça à reprendre. Ensuite, le morceau sur lequel je pense que je vais m'étendre le plus, c'est La Route d'Eldorado. Même si je reste sur le cul de la note assez basse qu'il a eu dans les résultats de sondage qu'on a fait sur DreamWorks, je pense qu'il y a des gens qui ont fait exprès de saboter, voire même une seule personne qui a fait des multi-comptes et qui a fait exprès de saboter un petit peu les résultats. Il y a peut-être ça à prendre en compte, je sais pas trop, mais ça fait super bizarre quoi. Ça fait super bizarre de voir des notes aussi basses, aussi peu éparpillées pour la plupart sur les films, alors que l'avis général est clairement pas de cet avis en règle générale. Bon, je me répète un petit peu. En tout cas, ouais, Eldorado, un bon film, et lorsqu'on me l'a proposé en HS, je savais que j'allais avoir un petit problème, un léger souci, parce que c'est un film que j'ai vu en tout et pour tout 4 fois. Et il n'y a pas énormément de films qui peuvent se vanter de ça. Je suis désolé, je ne regarde pas les films 50 000 fois en règle générale quand ils me plaisent. Hein. Faut vraiment qu'ils me plaisent énormément. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour La Route d'Eldorado. Mais le fait est que, si je me suis revu plusieurs fois, c'est que il y a quelque chose qui m'a toujours fait tiquer dans ce film, dans le sens où, sur le papier, sur la base, ça devrait me plaire énormément. Je devrais adorer ça. J'adore la dynamique entre nos personnages, j'adore leur personnalité. J'aime beaucoup comment le scénario évolue, comment on joue sur certaines façons que le scénario aurait pu se faire, alors qu'en fait non, on part sur quelque chose d'un peu différent. Les résolutions, beaucoup de choses sont très intelligentes, très intéressantes, et ça a toutes les bases pour être un film adoré par moi. Et il y a toujours quelque chose qui m'empêchait d'être pris à fond dedans, et j'avais toujours du mal à mettre le doigt dessus. Et grâce à ce HS, lorsqu'on me l'a proposé, j'ai fini par m'y pencher davantage dans la critique et avoir, je pense, trouvé ce qui faisait que j'arrivais pas à autant accrocher à ce film que je le devrais logiquement. C'est cette approche d'animation. Et je sais que je suis quelqu'un qui préfère le récit à l'illustration, mais voilà quoi, l'animation permet quand même d'appuyer
la mentalité, la personnalité des personnages. Et l'animation a ce je ne sais quoi qui l'empêche d'avoir du naturel vraiment saisissant chez nos personnages régulièrement. Ce qui fait que il y a ce blocage qui se fait sur le fait que je n'arrive pas à entrer totalement dedans. Hein, dans le sens où j'arrive pas à l'adorer autant que je le devrais, mais ça reste un très bon film hein, sur lequel j'ai énormément de bien à dire. C'est un film qui vaut largement le coup d'œil. Hein. Mais voilà, quoi, ce détail-là, j'ai fini par mettre le doigt dessus, j'ai essayé de l'expliquer au mieux, j'ai l'impression que c'est passé pour les gens, donc je suis un peu content, mais voilà, il y a juste ce truc dans l'animation qui fait que ça m'empêche d'aller plus loin que ça, malheureusement. Sinon, ouais, il y a eu quelques petits commentaires par rapport à la VF. Il existe 2 VF et je ne savais pas. C'est comme pour Chicken Run au passage, je ne savais pas qu'il existait 2 VF, mais voilà, quoi, il existe une VF où on a des comédiens de doublage un peu pros qui ont l'habitude de faire ça, et une autre VF où on a pris des acteurs connus, et c'est celle-là que je connais, que j'ai toujours entendu de la part de Wado, et aussi pour Chicken Run, c'est-à-dire donc avec José Garcia, Antoine Decaune et Victoria Abril. Ouais, quoi, j'avoue que ça se ressent que ça a été fait après coup. Parce que la synchro labiale n'est pas parfaite souvent, surtout pour Antoine Decaune. c'est ça, quoi. Il y a un petit problème de synchro labiale qui se ressent chez ces 3 personnages-là à quelques moments. Et ouais, ça se ressent en fait lorsqu'on pointe ça. Est-ce que ça passerait mieux avec une meilleure, avec le doublage original avec des acteurs, des comédiens de doublage plus pro qui ont l'habitude et donc une meilleure synchro labiale peut-être. Mais bon, c'est la version qu'il y a sur mon DVD, c'est la version sur laquelle je suis tombé le plus souvent, donc voyez ça comme une critique de cette version-là. Sachant que j'ai quand même vu la VO une fois, et j'ai quand même ressenti ce blocage aussi dans la VO, donc je pense pas que mon blocage vienne de ce petit problème-là. Et je le redis, j'adore toujours José Garcia, et Victoria Abril s'en sort bien. Donc voilà, il n'y a que Antoine Decaune qui me gêne là-dedans, dans ce doublage de star, hein, vraiment. Sinon, ouais, très vite, j'ai passé ça parce que j'ai trouvé ça un peu ridicule. Donc, il semblerait que dans un des tout premiers jets, on voulait faire en sorte que Tullio et Miguel soient un couple gay. Alors, je pense que ça doit être dans un tout premier jet, c'est-à-dire avant qu'ils aient l'idée, un tant soit peu, de mettre ça sur grand écran, parce qu'il n'y avait aucune chance que ça passe, hein. Mais genre aucune putain de chance, hein, que ça se fasse et que les grands studios acceptent de mettre en avant au centre un couple gay dans un film animé familial, hein. Ouais, je sais que DreamWorks veut se démarquer un petit peu de Disney et Pixar, mais ils iraient clairement pas jusque-là. Clairement pas. Surtout après avoir fait un film catholique juste avant, hein. Ça m'aurait surpris. Ça m'aurait surpris. Donc, ouais, peut-être que c'était vaguement envisagé en tout début, en tout premier jet, mais ça n'a pas été poursuivi. Et ça ne me donne pas une seule seconde l'impression qu'il y a eu une seule petite tension amoureuse entre ces deux-là, que c'était vraiment la complicité de compagnons de route qui sont présents l'un pour l'autre depuis longtemps, mais sans qu'il y ait la moindre romance, hein. Enfin bon, c'est le truc qui a tendance à me gêner un petit peu dès lors qu'on voit 2 persos masculins ou 2 persos féminins qui sont un peu proches dans leur amitié. Tout de suite on se dit « Ah, ça peut être un couple gay, c'est trop super !» Même pas forcément masculin, féminin, pas seulement pour le côté progressiste lesbien gay, mais aussi dès lors qu'on en a envie, quoi. Zootopie, je ne trouve pas une seule seconde qu'il y a la moindre romance, la moindre tension romantique sous-jacente entre Judy et Nick. Je ne ressens pas ça une seule microseconde. J'ai l'impression que c'est surtout les fans qui veulent absolument voir de la romance là-dessus, quoi. Les fans de la romance qui veulent absolument en voir là-dessous. Et vraiment, c'est... Ouais, ça me renvoie clairement pas ça. Et dans le produit final, peut-être que c'était voulu vraiment tout début, mais ça ne se ressent pas une seule microseconde. Voilà, ce sont juste 2 mecs et qui sont des compagnons de rouge, qui ont une certaine complicité, mais voilà, on peut avoir une complicité sans que ce soit de la tension romantique, hein. Vraiment, je suis désolé, hein. Donc, non, hein, je ressens pas ça une seule seconde. Mais tant mieux pour vous, hein, si vous avez envie de fantasmer là-dessus, très bien. Mais c'est clairement pas ce que le film renvoie pour moi. Enfin bon, on passe assez vite à la grande franchise qui a été traitée en cette fin d'année. C'est-à-dire Petit Grippin courageux. Alors bon,
Au départ, j'avais un peu voulu faire les trois à la suite pour le mois, genre allez à fond, mais non, j'avais pas le temps, c'était beaucoup trop ric-rac, donc je me suis dit tiens, je vais les enchaîner tous les trois avec le HS entre les trois pour que bon, il n'y ait pas trop d'attente entre les trois films et que ça colle quand même un petit peu avec le côté fête, le troisième film, parce que bon, étant donné qu'on fait un peu le lien avec Noël, ça aurait été un peu cool de faire pour ça. Enfin bref, voilà, c'était trois films assez barrés dans leur concept de base, et ça m'a fait ressentir des impressions très différentes. C'est-à-dire le premier, quelque chose d'un petit peu gâché par son rythme un peu lent et y avant au début, même s'il y avait de bonnes idées sur la fin. Le deuxième, juste un film chiant et plat, à peine inspiré. Et le troisième, un espèce de gros délire tellement barré que c'est difficile de pas en rire, quoi. Donc, ouais, aucun m'a vraiment plu dans le sens vraiment méritoire du terme. Mais c'était de très bonnes inspirations pour ces critiques. Je vous cache pas, j'ai été bien inspiré pour faire ces trois Disney-films-là avec ces films, donc je suis un peu content qu'ils existent pour ça, je reconnais. Et si je peux amener un petit peu la lumière sur le troisième film, qui mérite d'être vu, d'être un peu reconnu pour le délire what the fuck que ça représente à un certain niveau, je suis content, je suis content. Après, bon, ça n'a pas connu un immense succès non plus, parce que bon, c'est pas des films super connus, des films qui ont été très oubliés par les gens. J'ai sorti ma critique peu de temps avant de tourner cette vidéo, et je vois les réactions, les commentaires, je suis super content de voir ça. Hein, tout le monde est parti dans le délire, et ouais, je trouve ça assez dingue, dans un sens que ce film n'ait pas été grandement retenu. En fait, parce que ça le mérite à un certain degré, surtout dans cette ère où les nanars sont totalement mis en avant. Je veux dire, c'est un film tellement what the fuck, barré et inepte dans son récit en plus de ça, que les adeptes de nanar devraient se sauter dessus, quoi, en parler à fond, et presque personne n'en parle. Déjà, en ce qui concerne la critique française, je n'ai vu personne en parler. Ou alors vraiment, c'est des micro-chaînes avec trois fois rien. Et même la critique américaine, c'est des petites vidéos, il n'y a rien de transcendant qui a été fait dessus. Là. On n'entend pas les masses parler. Alors que ça mériterait quoi qu'on en parle. J'en sais rien, peut-être qu'une critique de quelqu'un de très connu qui en parlerait, ça pourrait peut-être faire décoller ça. Mais c'est juste, je trouve ça bizarre. Voilà, vous voyez, je trouve ça vraiment bizarre que ça fasse si peu parler de lui, ce film-là. Après, je reconnais, et c'est un truc qu'on a pointé, que c'est des films qui font un petit peu gaffe à leur continuité par rapport aux personnages, hein, par rapport à comment l'univers fonctionne, pas trop, mais par rapport à leurs personnages et leur situation, ils font gaffe à ça. Mais bon, voilà, quoi, c'est des films totalement à part, qui méritaient qu'on parle d'eux. Donc je suis content qu'ils existent à ce niveau-là, et ça m'a permis de faire des vidéos dont je suis très content, même si, bon, elles font pas beaucoup de vues par rapport à d'autres, parce que voilà, c'est des films pas super populaires. Mais peut-être que ça décollera, peut-être que cette critique particulière du troisième film arrivera à décoller, ça fera un peu parler. C'est tout ce que j'espère, parce que ça mériterait. S'il y a des critiques que j'aimerais bien voir être vues par beaucoup de gens, c'est des critiques comme celle-là, vous voyez. En tout cas, voilà, entre-temps, donc, on a fait le HS sur Death Note, le film, et je vais pas me pencher 50 000 ans là-dessus non plus. C'était une critique qu'on m'a demandé. C'est pas forcément un des premiers films que j'aurais critiqué parce que énormément de gens ont déjà fait ça. Beaucoup de gens ont fait le comparatif avec l'animé pour dire que c'était une reprise assez insultante et bas de plafond de la chose. J'ai voulu un tout petit peu mettre le bémol en disant que c'est clairement pas un film atroce, contrairement à ce que certains disent. Je trouve ça abusé de qualifier ce film d'atroce. Parce que vraiment, si on le voit comme ça va, il est acceptable. Mais voilà, acceptable, juste acceptable, quand on reprend la même base qu'une œuvre qui, pour moi et pour beaucoup, est largement plus que ça, c'est insultant, hein, c'est sûr, hein, ça reste insultant pour moi. Mais bon, hein, j'ai vu largement pire en termes de film en soi, hein, surtout si on compare avec les autres adaptations qui ont été faites de manga comme Dragon Ball Evolution. Je prends largement Death Note, le film Netflix, par rapport à ça. Si on a rapidement cité les films japonais, j'ai vu que le premier sur les deux, il faudrait que je regarde le second à un moment ou à un autre. Le premier était pas trop mal, mais
ouais, quoi, c'est déjà un peu plus satisfaisant que le film Netflix. Et ça a essayé de se démarquer suffisamment sans dénaturer trop les personnages. Alors que c'est malheureusement ce que Netflix, le film Netflix n'a pas pu faire. Mais voilà, il faudra que je regarde le deuxième au bout d'un moment. J'avoue que j'ai mis ça en suspens depuis beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Voilà, j'ai rien de spécial à en dire. J'estime avoir été super clair. Tu veux faire un film qui ne va pas dans la même direction que le manga de base à ce point et en lui donnant ta patte américaine, ok, très bien. Alors tu donnes pas les mêmes noms et t'assumes totalement jusqu'au bout que c'est différent. Donc tu changes les situations de façon drastique. Et à ce moment-là, ok, hein, tu reprends juste un concept. Et je suis totalement pour. Mais c'est pas ce que vous avez fait. Et donc, c'est impossible de ne pas faire le comparatif. Je suis désolé. Enfin bref, voilà, ça c'est dit. Pour commencer cette année-là, j'avais plusieurs idées de sujets globaux, dont certains qui étaient un peu plus risqués que d'autres, et j'ai fini par partir sur un sujet polémique parce que j'aime bien ça. Pour ceux qui ont vu le titre de la vidéo, normalement, je parle de la place de la femme forte dans les médias actuels, sachant qu'elle existait déjà avant, ne serait-ce que dans la saga Alien, pour ne citer que ça, mais il faut bien comprendre que je vais essayer de traiter la place de la femme forte dans ce que nous montrent globalement les médias. Alien, fut un temps, c'était un cas un peu à part. Il n'y avait pas des masses de films comme ça. Il y en avait, hein, vous pouvez en citer d'autres, mais c'est clairement pas une certaine norme, une récurrence précise. Alors que on finit par avoir un certain pattern qui a tendance à gêner une partie des gens. Alors, est-ce que ce pattern me gêne? Non, je le dis tout de suite, il ne me gêne pas énormément. Il a tendance à me faire tiquer un petit peu dans certains films, lorsque c'est vraiment très mal géré, mais il ne me gêne pas plus que ça. Et seulement, étant donné qu'on vit dans une époque où apparemment on est dans cette mentalité où soit tu es dans un camp extrême, soit tu es dans l'autre camp extrême et il n'y a pas d'entre-deux, ah, vraiment, il y a totalement ça. Hein. J'ai déjà parlé un petit peu de mon ressenti par rapport à cette confrontation SJW, anti-SJW, et ça rentre un petit peu là-dedans. On est dans une configuration où la nuance, c'est de la merde, apparemment. Hein. C'est trop compliqué, la nuance, à penser, et on ne peut plus avoir un avis précis sur quelque chose sans que ce soit extrême pour la plupart des gens. En tout cas, pour ceux qu'on entend le plus, malheureusement, et c'est super gavant. Cela étant, ça démarre d'une problématique qui est un peu compréhensible à un certain degré. Je ne vais pas partir du principe que les gens qui ont un problème avec la façon dont sont gérées les femmes fortes dans les médias de nos jours sont forcément des gros sexistes bien gras, etc. On va éviter de partir dans ces écueils grossiers où c'est le camp du bien contre le camp du mal, le camp des intelligents contre le camp des cons. Non, on va éviter un petit peu ça et essayer de nuancer, parce que c'est un truc que j'aime bien, moi, nuancer. Donc, avant de commencer de parler de ça, il faut que je m'étendre un petit peu sur un film que j'ai découvert récemment, dont on m'a demandé à plusieurs reprises ce que j'en pensais, et je m'attendais pas à en dire beaucoup de bien, mais j'ai fini par le voir quand même. Il s'agit de Nicky Larson. Et à ma grande surprise, ça ne m'a pas surpris. Je n'ai pas aimé ce film. Voilà, hein, le film français Nicky Larson, ça reprenait totalement ce qui me déplaisait, ne serait-ce que dans la VF, en tout cas de la série de départ, hein, l'animé de départ, où on passe beaucoup trop de temps sur des gags pourris entre Nicky et Laura, si je ne m'abuse, je n'arrive jamais à retenir son nom à celle-là. Et très vite c'était saoulant, ces gags beaufs, récurrents qui me gonflaient régulièrement. Et j'arrivais quand même à avoir une certaine estime pour la série malgré tout, parce que bon, je me rendais quand même compte lorsque je me penchais un peu sur certains de ces épisodes que c'était pas non plus le gros de la série, quoi. Si je devais situer un épisode lambda dans ce que j'ai vu, c'était genre quoi, 40% de blagues beaufs, de gags un petit peu en dessous de la ceinture, et 60% d'intrigues un petit peu sérieuses qui allaient avec, et qui suivaient quand même pas mal dès lors que on arrivait à se concentrer dessus. Là, ça a pris un parti différent de se dire, tiens, on va plutôt faire 95% de gags beaufs en dessous de la ceinture et 5% d'histoires un petit peu pris au sérieux. Voilà, à peu de choses près, si on devait un peu résumer ça, c'est ça. Et donc, ouais, étant donné que ça a exacerbé ce qui faisait que j'arrivais pas à accrocher à la série, évidemment que j'ai pas aimé. Évidemment.
Mais dans un sens, apparemment, ça plaît aux gens, donc tant mieux pour vous. Hein. Et c'est pas parce qu'on fait des références faciles et nombreuses à la période des années 90 avec Dorothée qui parle de chaussettes rouges et jaunes à petits pois que je vais tout d'un coup tomber en pamoison devant ça en disant oh mon Dieu, ah, ça agrippe la nostalgie de mon enfance, ah, c'est trop génial. Non. Non, ça marche pas pour moi, hein. J'ai déjà dit à un moment donné, je ne suis pas la pute de ma nostalgie, et donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, hein. La plupart de ces références étaient un peu faciles, tellement là pour agripper le nostalgique lambda. Peut-être qu'ils ont fait ça aussi par nostalgie parce que ce sont des gens de notre génération aussi, les gens qui ont fait ce film, mais bon voilà, c'était grossier et facile. Si ça c'est censé être génial et me dire oh mon dieu, ah, c'est trop super, non, non. Hein. Je suis pas nostalgique de la période Club Dorothée à ce point. Vous m'excuserez, non. Donc voilà, pas mon truc. Cela dit, je peux comprendre ce qui a pu intéresser les gens à ce film et on va un petit peu en venir au sujet central dont je vais parler. C'est le fait que c'est un film qui ne se prive pas de tout tacler. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur ce film, ça ose tout et ça n'essaye pas de se contenir un tant soit peu pour le politiquement correct. Donc voilà, on n'hésite pas à faire des blagues très très grasses où on montre quelqu'un à poil, mais vraiment quoi, genre à un moment donné il y a deux personnages qui se battent, ils essayent de saisir un petit peu leur arme et les gars ils sont devant un mec qui est sur une table d'opération et un des gars il lui saisit son pénis. Voilà, et on le montre, hein, donc ok, ça hésite pas à aller plus loin que ça, quoi. Ça hésite pas à aller vraiment jusqu'au bout et ne pas se restreindre. Donc je peux comprendre que certains trouvent ça frais. Hein, moi ça ne suffit pas, mais je peux comprendre que certains trouvent ça assez frais dans une période où on met en avant des films qui essayent de suivre une certaine tendance politiquement correcte. Alors c'est des films qui sont mis en avant comme ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des films comme ça, je tiens à le préciser, mais voilà. Et en particulier, ça n'hésite pas à mettre en ridicule des persos féminins, ne serait-ce que Laura, notamment. Et aussi, ça n'hésite pas à se moquer de la considération homosexuelle que peut avoir un hétérosexuel. C'est pour ça que je ne trouve pas une seule seconde que ce soit sexiste ou homophobe. Hein, ne me faites pas dire une seule seconde ce que je n'ai pas dit. Hein. Je trouve que les blagues, par exemple, sur l'homosexualité autour de Nicky Larson ont été amenées vraiment de son point de vue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très hétéro dans l'âme. Et étant donné qu'il est pris dans quelque chose où c'est vraiment... ça devrait le dégoûter à titre personnel de lui, on comprend l'humour recherché autour de ça. Je peux comprendre que ça fasse rire. Ça m'a pas fait rire, mais même si ça m'a pas fait rire, je vais pas dire une seule seconde que c'était homophobe. Je tiens à le préciser, et c'est un peu pareil pour les gags sur les femmes, quoi. Tout le monde s'en prend plein la gueule, les hommes comme les femmes, donc c'est pas sexiste. Mais voilà, c'est un truc qui m'a pas fait rire, mais que je n'irais pas qualifier d'insultant pour une quelconque minorité. Voilà. Et voilà, étant donné que les femmes on n'hésite pas à en mettre plein la gueule aux femmes comme aux hommes, hein, ça se fait dans les deux sens, on est bien d'accord, je peux comprendre qu'on puisse se sentir un peu rafraîchi de voir ça dans une période où on aime mettre en avant des personnages féminins qu'on a de plus en plus de mal à ridiculiser en fait dans des tonnes de circonstances et ça permet donc de revenir un petit peu sur le problème qu'ont certaines personnes par rapport au traitement de la femme forte dans les médias de nos jours. Alors, le fait est que de plus en plus souvent, on voit des films où une femme forte est mise en avant et où on rechigne de plus en plus à la mettre dans une position qui puisse être dégradante. Ça ne veut pas dire une seule seconde qu'elle a jamais tort ou quoi que ce soit, mais voilà, elle a souvent des bonnes idées, elle peut jamais être vraiment ridiculisée particulièrement par rapport à ce qu'elle essaye de faire et voilà quoi, elle prend souvent de bonnes décisions lorsque quelqu'un doit être mis en avant de façon assez classe, ça doit être souvent elle, ce genre de choses, ce qui n'est pas tellement un problème en soi. Je tiens à le dire, si tout le monde subissait un petit peu le même traitement. Parce que voilà, les gars, je tiens quand même à préciser qu'il existe des films où nos personnages peuvent être traités totalement au sérieux sans passer par la case gag, ridicule, tout ça. Hein. On peut faire des films comme ça où nos personnages sont totalement sérieux, compétents et tout, et voilà quoi, il n'y a pas d'anicroche à ce niveau-là. C'est tout à fait possible de faire des films comme ça.
Hein, je vois pas le problème à ce niveau-là. Le problème qu'il y a par rapport à ça, et ça c'est un truc sur lequel je vais rejoindre les personnes qui ont un problème avec ça, c'est que à côté, les personnages masculins ont moins de faveur à cet égard. C'est-à-dire que eux, oui, ils peuvent être mis dans des positions un peu dégradantes. Oui, on peut les tourner un peu au ridicule, les faire avoir tort de façon un peu grossière par moment, en comparaison, pour permettre de mettre un petit peu plus en avant le personnage féminin central. Et oui, ça se ressent un petit peu dans le dernier film Terminator, par exemple. On a tendance un tout petit peu plus à donner tort aux hommes et à mettre plus en avant les femmes. Dans Captain Marvel, j'apprécie un petit peu le traitement du personnage, mais je dois avouer que oui, on hésite trop à la faire tomber un petit peu dans des situations qui puissent la dégrader un petit peu, alors que les personnages masculins à côté qui la suivent, ne serait-ce que celui joué par Samuel L. Jackson, j'ai oublié son nom, merde. Bref, ces personnages-là, on n'hésite pas un tout petit peu à les mettre dans des situations un petit peu gag, ridicules, hein, rapides, pour l'humour, alors que non, pas elle. Elle, non, elle est trop importante pour ça. Et est-ce que ça rend le personnage mauvais en soi? Non, ça rend l'écriture de l'ensemble des personnages ennuyeux. Par moment, même si de temps en temps c'est pas gravissime. Parce que je tiens quand même à préciser un petit truc. Les gars qui se plaignent de ça et qui n'avaient absolument aucun problème avant dans les films, faut comprendre que, fut un temps, c'était un petit peu l'excès inverse qu'il y avait. Hein. Dans les années 90, je ne compte pas le nombre de films où on avait un mec ultra badass baraqué qui déchire tout avec ses super talents de combattant, etc. Tandis qu'à côté, il y avait la femme qui était bonne à sauver, qui faisait des petites remarques, qui était même parfois un petit boulet, mais voilà, c'était le trophée à gagner après, quoi. Le nombre de films d'action de ce genre-là, pas forcément d'action en passage, quoi, qu'on avait dans les années 90, c'était assez affolant. Ça m'a jamais particulièrement dérangé parce que bon, j'étais très jeune à l'époque, je vous cache pas, et bon, maintenant c'est un petit peu mon enfance, donc j'en garde un souvenir plus joli que ce qu'il le serait si je découvrais ça maintenant, mais voilà, il y avait ce genre d'organisation avant. Et maintenant qu'on essaye de renverser la vapeur avec des films comme ça, une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas. Le fait que ça se produise un petit peu trop régulièrement, oui, ça met en place un pattern qui peut être un peu gênant. Je peux le comprendre, je peux comprendre les gens qui ont un problème avec ces films par rapport à ça. Voilà, on doit mettre en avant les femmes en les rendant ultra compétentes et jamais se tromper, et surtout à côté en faisant en sorte que ce soit les hommes, les personnages masculins qui doivent souvent faire les erreurs, à être plus désagréables, plus permissifs à cet égard-là. Et ouais, quand ça se répète plusieurs fois, ça commence à former un pattern assez ennuyeux qui peut être pas forcément mauvais de pointer. Je reconnais qu'il y a certains films qui le font bien pire que d'autres. Ah, il y a des cas où je trouve que c'est exagéré. Le cas de Rey dans Star Wars 7 et 8 par exemple, je trouve quand même qu'elle se fait ridiculiser à 2-3 moments et elle se fait avoir. C'est clairement pas le stéréotype type de la Marissou, quoi. Faut arrêter. Ça m'a toujours gonflé ça. Donc ouais, là je trouve qu'on exagère totalement avec elle, alors qu'à côté, il y a des cas, oui, même si je trouve que Marissou, ça a toujours été un terme un peu excessif, facile pour appuyer qu'on devrait détester ce personnage, et si on l'aime, c'est qu'on est un crétin, vraiment à fond, quoi. Il y a des fois où c'est difficile pour moi de venir ultra contredire ça avec, je sais pas, le dernier film Men in Black. Parce que, punaise, j'ai fini par le voir et c'était une plaie. Et même si c'est pas la seule chose pour laquelle c'est un mauvais film, une bonne partie des soucis vient du fait qu'on tient absolument à faire du personnage central féminin une espèce de diapason de tout ce qu'il y a à ne pas redire en fait. À aucun moment elle ne peut se tromper. Chaque chose qu'elle fait est forcément calibrée, bien faite, elle sait toujours bien réfléchir, jamais elle a de problème
à assimiler quoi que ce soit, alors que c'est une nouvelle au sein du MIB, mais c'est pas grave, elle sait tout faire très bien sans problème à chaque fois qu'elle essaie, qu'elle commence, elle a toujours les bonnes idées, elle ne se trompe jamais. Et elle fait même un petit discours à un moment donné, lorsqu'il y a une espèce de créature qui la considère comme sa nouvelle reine, eh ben oui, maintenant, étant donné que toutes les femmes sont un peu des reines, je veux bien, quoi. Ce genre de petites remarques comme ça, où on n'essaye jamais de lui donner tort, où c'est toujours elle qui est en avant, qui a toujours raison, alors ça mériterait tout autant si c'était un mec, hein, qu'on soit bien d'accord. Et si c'était un mec, c'est clair et net qu'il y aurait beaucoup de féministes pour venir crier au scandale et au sexisme. Donc, si on fait ça dans l'autre sens, c'est censé ne plus être un problème. Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu gros de faire la chose comme ça. Donc voilà, ça c'est l'exemple le plus gras que j'ai pu voir dans Men in Black, le dernier film, parce que vraiment ce film était très très mal écrit à cet égard. Voilà, mais ouais, il y a d'autres films où c'est moins ennuyeux, où on accepte ça une fois de temps en temps. À nouveau dans Captain Marvel, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était non plus ultra dérangeant. J'arrivais quand même à apprécier un peu le personnage en dépit de ça, parce que voilà, il y a certains films qui peuvent quand même essayer de se permettre de mettre plus en avant certains personnages que d'autres. Ouais, c'est ça le truc. À quel moment, au bout de quelle fréquence on finit par en avoir un petit peu marre de ce genre de pattern, ça dépendra un petit peu des gens. Mais le fait est que c'est pas juste un problème d'écriture du personnage central, c'est l'écriture par rapport à ce qu'il y a à côté. Et c'est surtout une récurrence, quoi, quelque chose qui se répète, parce que je suis désolé, s'il y avait eu que Captain Marvel par exemple, et aucun autre film dans ce sens-là, se plaindre qu'une fois de temps en temps on mette plus en avant un personnage féminin par rapport à d'autres personnages masculins, ce serait quand même, vous m'excuserez, légèrement macho sur les bords, quoi. Oui, parce qu'il y a eu des tonnes de films où on mettait plus en avant un personnage masculin par rapport au personnage féminin. Merde, quand même. Donc, de temps en temps, des films comme ça, je suis désolé, c'est pas non plus affligeant, c'est pas non plus un gros problème. Faut arrêter les conneries, quoi. Mais bon, étant donné que ça se répétait plusieurs fois et qu'on a de plus en plus des films comme ça, où non seulement on met en avant les femmes de façon un peu poussée sans oser leur donner de défauts, mais surtout en ridiculisant plus les hommes à côté, c'est vrai que ça peut être un problème à décrier un petit peu. Je rejoins un petit peu là-dessus, les gens comme ça, et je pense que c'est vraiment le début des années 2010 qui a lancé un petit peu cette mode, qui au début n'a pas su faire tiquer les gens, parce que voilà, une fois de plus, je dois être une des seules personnes à avoir tiqué sur le sexisme masculin dans Rebelle, par exemple. Hein. Alors que je suis désolé, mais il est à fond présent, quoi, le sexisme envers les hommes. Mais voilà quoi, dans les années 2010, ça commençait à venir, on s'en inquiétait pas trop, mais étant donné que ce genre de film s'est un petit peu empilé, ce genre d'approche d'écriture de personnages féminins et masculins dans un film s'est empilé, les gens ont fini par en avoir un petit peu marre. Et je peux comprendre. Je peux totalement comprendre ça. On n'est pas tombé dans un stade où j'en ai un peu marre des films comme ça. Je peux encore apprécier un film où une femme est un peu plus mise en avant que les hommes, ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre qu'il y a un effet légèrement ras-le-bol. Le problème que j'ai par rapport aux gens qui mettent ce défaut de la représentation de la femme forte en avant, c'est qu'ils ne savent pas nuancer les propos et vont directement dans l'aspect Marissou, toujours votre putain de propagande féministe, bande de connards, tout ça. On ne peut pas nuancer ses propos. On ne peut pas faire cette critique sans revendiquer une espèce de camp anti-progressisme, 2.0 chiant, tout ça. On est obligé, une fois de plus, de se mettre dans un camp extrême ou dans l'autre avec ça. Et c'est ultra gavant. Je déteste cette façon d'approcher les choses, vraiment. Et ouais, lorsqu'on vient se plaindre de Mulan et de comment le personnage est écrit dans le remake, je peux comprendre ce qui gêne. Mais à nouveau, il faut qu'on aille à fond dans la putain de propagande féministe pourrie, alors que je suis désolé, mais non, quoi. Est-ce que c'est un film qui veut faire de la propagande féministe? Je pense pas. Est-ce que, oui, ça rentre dans un pattern qui s'est répété et qui vous gonfle un petit peu? Je peux le saisir, ça. Je peux le saisir, mais propagande féministe, faut arrêter. À la limite, ceux qui veulent décrier la propagande chinoise pour le gouvernement chinois, je peux un peu le comprendre mieux, ça, hein, ça c'est sûr. Mais propagande féministe dans Mulan le remake, je suis désolé, il y a quand même largement pire à cet écart.
Ah, une fois de plus, hein, Men in Black, hein. Le dernier film Men in Black est 1000 fois pire à cet égard, hein, 1000 fois pire. Donc, voilà, c'était juste pour amener, une fois de plus, mon petit avis rapide à cet égard. Est-ce que les gens qui se plaignent de la surreprésentation de femmes fortes et surtout comment elles sont représentées, parce que voilà, représenter les femmes fortes, c'est pas du tout un problème, c'est la façon de les représenter. Je peux le saisir. Comment on s'en plaint, c'est trop. C'est trop gras. Et ça appuie une fois de plus ce qui mérite pas mal dans la mentalité de nos jours, c'est-à-dire que on ne peut plus rien faire sans aller dans l'extrême. Et c'est ça le truc. Hein, les anti-SJW sont tout aussi énervants que les SJW bien gras, quoi, tout aussi gavants, l'un comme l'autre. Et on ne peut plus avoir ce genre de débat avec un grand nombre de vues sans tomber dans l'insulte et dans le camp opposé à extrême. C'est énervant, c'est super énervant, ça, je vous cache pas. Donc voilà, c'est un sujet que j'avais en tête depuis pas mal de temps, et étant donné que j'ai fini de me voir Nicky Larson il n'y a pas beaucoup de temps, parce qu'une fois de plus, pour en parler rapidement de ça, c'est ce genre de film que je me rattrape avec des soirées entre familles, c'est-à-dire que voilà, je suis avec ma famille, on passe du temps ensemble, et pour passer du temps ensemble, on se mate un film. Et en règle générale, c'est un film un petit peu récent, qui a fait parler de lui, c'est pour ça que malheureusement... J'ai rattrapé une bonne partie des remakes Disney comme ça, et ouais, j'ai rattrapé certains films, certains qui étaient très sympathiques et d'autres moins. Et donc un de ces films, ça a été Les Enfants du Temps par exemple. Ouais, j'ai rattrapé ça grâce à eux, et ouais, c'était très sympathique, j'ai bien aimé. Et un autre de ces films, bah, ça a été donc Nicky Larson. Et ouais, ça a bien fait rire mon père qui a un peu ce genre d'humour. Moi, ça m'a laissé de marbre durant une grande majorité. Je veux pas dire que ça m'a pas fait rire de temps en temps quand même, faut pas exagérer, mais voilà quoi. Donc ouais, Nicky Larson, c'est un petit peu le dernier déclic pour me dire, ok, je comprends, vu l'ambiance actuelle qu'il y a de la part des gens, qu'on puisse se sentir un petit peu rafraîchi devant ce film par rapport à l'humour un peu beauf, osé que ça ose faire, quoi. Hein, ça n'a jamais été mon truc, ça, et c'est pas parce que je comprends cet effet ras-le-bol qu'on peut ressentir que je vais qualifier ce film de génial, mais je peux comprendre le rafraîchissement qu'on peut ressentir devant ce film. Voilà. Voilà qui est dit. J'espère que cette année saura vous apporter le bonheur pour ceux qui me suivent et pour tous les autres, hein. Je sais que 2020 n'a pas été très généreux à cet égard. Je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Il y en aura encore, hein. On va pas tarder à entamer donc les mystérieuses cités d'or en réac la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi. Bye.